Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Étienne Ngandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, après la signature de l'accord de Addis Abeba, Joseph Kabila a déclaré ceci. Il est temps, plus que temps, que nous garantissions à nos populations les droits à la vie et à la jouissance soutenus au bien-être les plus précieux qu'ils attendent de leurs dirigeants, à savoir la paix. Monsieur Mbelou, après plus de 10 ans au pouvoir, ces genres de propos ne sont pas comme du déjà entendu? Oui, Monsieur Étienne Ngandou, c'est du déjà entendu et nous n'avons aucun intérêt à accorder beaucoup d'importance à ce que dit ce monsieur-là. Hein, si vous êtes à l'écoute de l'actualité chez nous, presque chaque jour, il y a nos compatriotes qui sont tués, et cela presque partout sur l'étendue de notre territoire. Dans le Katanga, au nord et au sud Kivu, et, dans le Maniema, en Ituri, et cela presque chaque jour. Donc ce sont des discours qu'il lit quand bon lui semble. Pourquoi fait-il cela? Il n'y a même plus moyen de se poser toutes ces questions-là. Ce monsieur a sa mission qu'il est en train de réaliser petit à petit, lentement mais sûrement chez nous, après nos millions de morts. Il poursuit sans désemparer cette mission-là et avec un cynisme grave. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, à Kampala, pendant qu'on parlait de cette signature de l'accord cadre, il était là, en train de rigoler avec son ami Kagame. Je ne sais pas si il nous faut plusieurs preuves pour comprendre que ce monsieur-là est en train de réaliser sa mission avec un cynisme outrancier. Et il appartient aux Congolais de pouvoir tirer toutes les conséquences de cette macabre mission de ce monsieur qui prétend régner sur nous, sur notre pays, par défi. Pour revenir à l'accord lui-même d'Addis Abeba, quelle lecture vous en faites, vous? Est-il équilibré, hein? Apparemment, cela ne semble pas le cas, puisque dans votre dernier papier, vous parliez de Addis Abeba comme autant de la traite négrière et de la colonie. Monsieur Etienne Ngandou, il y a une question que je pose dans ce papier dont vous parlez et à laquelle beaucoup de nos compatriotes ne semblent pas prêter attention. Qui a écrit cet accord? Est-ce normal qu'au XXIe siècle, nous ayons encore des textes qui sont écrits par les experts de la communauté dite internationale et que certains d'entre nous, ou les marionnettes commises à la tête de notre pays, aillent signer ces textes-là sans qu'ils aient été questionnés sur leurs auteurs, sans qu'il y ait eu, ne fût-ce qu'au préalable, un débat sur le bien fondé de ce texte. Monsieur Tienlando, cet accord cadre pose une question politique fondamentale. Sommes-nous un pays souverain? Sommes-nous réellement un pays indépendant ou la signature de cet accord cadre confirme davantage que nous sommes un pays sous occupation et sous tutelle? J'ai entendu des compatriotes dire à Kinshasa que le gros du travail a été fait. Maintenant, il nous appartient de nous réapproprier l'accord. Monsieur Tengandou, peut-on se réapproprier un texte sans en connaître l'auteur, sans en connaître l'histoire, sans en connaître l'esprit? Un texte, ce n'est pas tout simplement la lettre, le texte, mais c'est aussi l'esprit dans lequel le texte a été écrit. Et comment peut-on tabler sur cet esprit si on n'en connaît pas l'auteur? Je vous renvoie à un livre, le livre de Pierre Péan, Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique. Quand vous allez vers les pages
40 350, vous lisez un texte qui vous dit, qui vous donne le nom de celui qui avait écrit l'accord de Lusaka et qui vous dit comment cet accord a pu d'abord être soumis à certains responsables américains et sud-africains avant d'être proposé à la signature de ceux qui étaient partis à Lusaka. Donc, je suis plus ou moins convaincu que ce qui s'est encore passé cette fois-ci à Addis Abeba, il y a eu un texte écrit par autrui et proposé à la signature des chefs d'État qui étaient présents à Addis Abeba et d'autres nègres de service. Donc, contrairement à ce que nous pouvons penser, ce texte-là pose fondamentalement la question de notre indépendance, de notre souveraineté, de notre émancipation de la tutelle et de la communauté dite internationale et des pays voisins qui nous ont infiltrés, qui ont infiltré toutes les institutions du pays jusqu'à ce jour, depuis le début de la guerre de basse intensité qui sévit chez nous jusqu'à ce jour. Mais M. Mbelou, le gouvernement de Kinshasa, par la voix de Raymond Tshibanda, estime que l'accord signé le 24 février à Addis Abeba pour le rétablissement de la paix en RDC est avantageux pour les pays parce qu'il prend en compte les volets internes et externes de la crise à l'est du pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Etienne Ngandou, Monsieur Raymond Tshibanda peut faire ce raisonnement-là, mais s'il était en face de moi, je lui demanderais de répondre d'abord à cette question qui me préoccupe. Qui a écrit ce texte? Pourquoi est-ce que les autres doivent écrire des textes qui prennent en compte ce que nous pensons être nos intérêts? Pourquoi, Monsieur Tenga, je vais vous poser une question avant d'aller un peu en profondeur dans ma réflexion. Il y a, pour le moment, il y a eu cette semaine dernière un débat au Congrès américain sur le budget. Ce débat a opposé les deux camps classiques, les républicains et les démocrates. Les républicains ont refusé qu'on puisse augmenter les impôts des riches et M. Barack Obama s'est vu obligé de faire des coupes sérieuses dans le budget de l'État américain. Dans les années à venir, presque chaque année, l'État américain va couper son budget des montants de 85 millions ou milliards de dollars, je ne sais plus. Mais c'est une somme colossale d'argent. Est-ce que vous avez entendu les Américains appeler les Russes ou les Français ou même Raymond Tshibanda qui est ministre des Affaires étrangères pour qu'ils aillent les aider à tabler sur les impôts et leur coupe budgétaire? Pourquoi, quand il s'agit du Congo, tout ce beau monde estime qu'il doit pouvoir venir au secours de ceux qui ont usurpé le pouvoir dans ce pays-là? Alors, pour aller un peu plus en profondeur de la question que vous avez posée, tant que nous ne comprendrons pas que les pays qui prétendent nous aider sont là pour contribuer à l'implosion et à la balkanisation de notre pays, tant que nous nous fierons aux textes tels qu'ils nous sont présentés sans questionner leur esprit, leurs lettres, sans poser des questions autour de leurs auteurs, j'estime que ce pays-là n'avancera pas beaucoup. Et puis, monsieur, nous ne pouvons pas compter sur ce gouvernement des usurpateurs pour l'avancement de notre pays. Je pense que ce qui s'est passé à Addis Abeba devrait davantage pousser les minorités organisées et agissantes congolaises à pouvoir prendre leurs responsabilités. Personnellement, je suis content que quand Ban Ki-moon a essayé de faire allusion à ce texte-là à Genève, que un groupe de nos jeunes se soit levé pour l'interrompre
pour lui dire qu'il n'était pas d'accord avec cet accord cadre. Les regroupements des opposants congolais FAC a pris acte de la signature de cet accord de Addis Abeba par le chef de l'État Joseph Kabila, mais ne s'avance pas plus pour se prononcer sur les fonds de cet accord. Est-ce que cette prise de position vous semble mesurée, voire prudente? J'ai lu le texte publié par les forces acquises au changement et les forces de l'opposition congolaise. Je me suis rendu compte que petit à petit, ces forces acquises au changement déploient de plus en plus d'efforts pour avancer, pour aller dans le sens de la compréhension de ce qui est en train de se passer réellement. Leur prise de position m'a plu être prudente et suffisamment intelligente. Hein, même si, quand on lit le texte, on voit qu'à un certain moment, ces forces acquises au changement ne restent pas très conséquentes avec elles-mêmes, mais j'ai beaucoup admiré la prudence avec laquelle ils se sont prononcés sur cet accord cadre. Pour la presse de Kinshasa, notamment les quotidiens Les Potentiels, l'accord cadre scellé à Addis Abeba sous l'œil vigilant des Nations Unies consacre la partition de la RDC et dans la foulée les pourparlers directs engagés il y a 2 mois à Kampala entre les gouvernements de la RDC et l'M23 sont relancés. Donc autrement dit, Kinshasa rentre dans la capitale ougandaise pour endosser les cahiers des charges du M23 dont les revendications portent notamment sur des questions politiques, sécuritaires, économiques et sociales. Qu'est-ce que vous en pensez de cette analyse du quotidien Les Potentiels? Oui, le potentiel a fait une analyse suffisamment sérieuse. Pourquoi dis-je cela? En lisant cet accord cadre, nous nous rendons compte qu'il y a une grave falsification de notre histoire. Les pays impliqués dans la guerre de basse intensité qui nous a été imposée depuis les années 90 jusqu'à ce jour ne sont pas nommément cités. Ils deviennent, eux aussi, tout bonnement signataires de cet accord, comme tous les autres pays qui n'étaient pas impliqués dans cette guerre. C'est-à-dire que cet accord cadre essaie d'innocenter les pays impliqués dans la guerre de basse intensité chez nous. Je ne parle pas tout simplement de nos voisins africains, mais je parle aussi de ces pays membres de la fameuse communauté dite internationale qui ont soutenu ces pays voisins dans cette guerre de basse intensité. Donc cet accord cadre est un bluff. C'est un bluff, c'est un blanchiment des criminels impliqués dans la guerre de basse intensité chez nous. Et si nous ne faisons pas très attention, cet accord cadre va réaliser ce que Denis Carson a dit il n'y a pas très longtemps. Ce monsieur a affirmé qu'ils allaient, eux, les Américains, aider le Congo comme ils l'ont fait en ex-Yougoslavie et au Soudan. Beaucoup de nos compatriotes n'arrivent pas à se rendre compte que ce discours tenu par Johnny Carson doit être approfondi et étudié sérieusement. Dès qu'on parle de ça, on dit, ah, mais nous accusons les autres, c'est que nous voulons trouver des boucs émissaires. Mais quand Johnny Carson dit que les Américains vont aider le Congo comme ils l'ont fait en ex-Yougoslavie et au Soudan, nous avons un devoir d'aller fouiner dans les archives pour voir comment ils ont procédé en ex-Yougoslavie et au Soudan. Or, nous nous rendons compte que l'ex-Yougoslavie a été subdivisée en des petits pays et que le Soudan a été subdivisé en 2. Pourquoi ne pouvons-nous pas tirer la conséquence selon laquelle le discours de Johnny Carson est une préparation de l'implosion effective de notre pays? Et quand nous remontons à un autre discours qui avait été aussi tenu par un Américain du nom d'Herman Cohen,
Herman Cohen avait dit que au département d'État, le Nord Kivu appartient au Rwanda. À certains moments, nous faisons comme si tous ces discours n'avaient pas été tenus. Nous faisons comme si tous ces discours n'avaient pas été clairs. Nous nous fions à la lettre des textes qui nous sont écrits par d'autres et nous faisons comme si de rien n'était. Donc, nous oublions trop rapidement. Nous n'entretenons pas notre mémoire. Et souvent, j'évoque la petite phrase de Daniel Mitterrand qui dit « Un peuple sans mémoire ne peut pas devenir un peuple libre, ne peut pas être un peuple libre. » Si nous ne cultivons pas sérieusement notre mémoire collective, nous ne pourrons pas être un peuple libre. Et voilà pourquoi je disais qu'un appel pressant doit être lancé aux minorités organisées et agissantes du Congo pour qu'elles prennent leurs responsabilités, qu'elles comprennent, comme Honoré Ngwanda l'avait déjà dit en publiant son livre, que ce qui se passe chez nous, ce sont des crimes organisés. Alors, les criminels ne vont pas eux-mêmes un jour scier la branche sur laquelle ils sont assis. Mais, M. Mbelou, certains compatriotes parlent plutôt d'un accord équilibré, ajoutant qu'aucun point de cet accord ne viole la souveraineté de la RDC et même sa légitimité, et ils assimilent la réaction du potentiel à un travail d'autoflagellation des Congolais. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Temnando, comme je venais de vous le dire, le problème c'est que nos compatriotes, vous savez, quand vous lisez mon dernier papier, j'ai dit que nous avons un travail préalable à faire dans la quête de l'émancipation et de l'indépendance de notre pays. C'est le travail de l'apprentissage, de l'écriture et de la lecture. Moi, j'ai dit que nous devons apprendre à lire et à écrire. Je ne dis pas tout simplement que nous devons nous contenter de parcourir les textes. J'ai l'impression que nous avons un problème sérieux avec l'écrit. Nous aimons colporter. Nous colportons les discours que nous entendons et nous avons des problèmes sérieux à pouvoir creuser les textes qui nous sont proposés. Il y a tout ce discours de Denis Carson auquel je viens de faire allusion. Il y a le discours d'Herman Cohen auquel je viens de faire allusion. Il y a plusieurs livres qui aujourd'hui attestent. Quand vous lisez mon dernier papier, vous voyez par exemple que je parle des nouveaux leaders de la nouvelle Afrique, que sont les marionnettes dont Kagame, Museveni et Kabila. Mais vous prenez Carnage, les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique, vous vous rendez compte que à Entebbe, qui c'est l'ex-président américain Bill Clinton avait tenu un discours classifiant Museveni et Kagame parmi les leaders de la Nouvelle-Afrique et parlant de la démocratie chez nous en disant que c'est une démocratie en développement. Alors que quand vous prenez par exemple le texte écrit par les membres de la trilatérale déjà vers les années 60, le texte est intitulé La crise de la démocratie, les élites dominantes anglo-saxonnes avaient déjà commencé à combattre la démocratie. Et quand ils parlent de la démocratie en développement, tout ce que ces messieurs qu'on appelle Kagame ou Museveni sont en train de faire dans leur pays, en organisant des élections bidons, ou de faire dans le nôtre, en organisant des élections bidons, tout cela doit être classifié selon l'entendement des élites dominantes anglo-saxonnes dans le contexte de la démocratie en développement, c'est-à-dire ce manque de démocratie pour lequel les élites anglo-saxonnes se battent depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Si le texte de l'accord cadre n'a pas pu être soumis au débat public, ou par exemple à un référendum chez nous, c'est parce que depuis les années 60, je dirais même depuis le 18e, 19e siècle, les élites dominantes anglo-saxonnes luttent contre la participation des populations au débat public. Et vous avez, je ne sais pas si je vous les ai envoyé le lien,
vous pouvez aujourd'hui aller sur le site de l'Union populaire républicaine du gaulliste François Asselineau, c'est un Français. Vous lisez vous lisez le commentaire. Non, vous lisez vous lisez sa conférence tenue au mois de novembre 2012. La conférence est intitulée Qui gouverne la France et l'Europe? Quand vous suivez cette conférence-là, vous comprenez davantage ce qui se passe chez nous, parce que ce sont les mêmes acteurs pléniers. Monsieur Tengandu, je vous le répète, nous avons des problèmes sérieux d'approfondissement des textes en les situant dans le contexte historique, pas simplement dans le contexte historique des textes eux-mêmes, mais aussi dans le contexte historique de la politique de notre pays. Et Dieu merci, il y a des minorités agissantes et organisées qui ont compris, mais je vous avoue que plusieurs d'entre nous, se contentent encore du colportage. Ils ne vont pas vers les textes sourcés et documentés. Non, il y a ce déficit épistémologique qui sera un talon d'Achille pour nous. Toujours à propos de l'interprétation de cet accord d'Addis Abeba, un compatriote va plus loin en affirmant ceci: les Congolais se maudit lui-même en souhaitant que malheur lui arrive. Comment sans être au courant de rien et ni avoir vu ou au préalable l'ébauche de ce qui allait être, ce qui allait constituer les grandes lignes de cet accord, certains pour des raisons inavouées ont choisi de jeter la confusion au sein de nos forats avec des informations non crédibles, soutenant et confirmant la signature d'un plan de balkanisation soutenu et voulu par l'ONU et la communauté internationale. Comment réagissez-vous à cela? Monsieur Tengandu, ce monsieur qui écrit ce texte-là, quelles sont ses sources? C'est là le problème. Aujourd'hui, certains de nos compatriotes, pour avoir appris à écrire sur les forêts en ligne, estiment qu'ils peuvent se réveiller un matin et écrire un texte sans aucune référence sourcée et croire que ce qu'ils s'imaginent comme étant le fonctionnement du monde, c'est cela qui doit être mis par écrit. Monsieur Tengandu, écrire ne s'improvise pas. C'est tout un apprentissage. Il y a des mots que j'évite d'utiliser en tant que philosophe de formation, par exemple. Où est-ce que la plupart de nos compatriotes qui écrivent ces textes-là ont appris à faire leur herméneutique? Il y a des choses dont on ne parle pas pour éviter d'être taxé de fanfaron. Mais ce n'est pas facile de pouvoir aller vers un texte et de le comprendre si on n'a pas des sources sûres. Vous savez, je vous renvoie Monsieur Mbello, c'est quand même pertinent ce que les compatriotes disent dans son texte. Mais ce n'est pas pertinent. Ce n'est pas pertinent parce que ce texte-là est faible. Ce texte ne tient compte ni de notre histoire, ni des différents niveaux d'organisation de l'action politique au monde aujourd'hui. Et je vais m'expliquer. Quand des actions politiques sont posées, il faut souvent faire la différence entre le niveau individuel, le niveau collectif et le niveau structurel. Du point de vue collectif et structurel, tout ce qui se passe au Congo n'est pas concocté au Congo, monsieur. Et c'est ça que nous oublions. Ce n'est pas que nous innocentons les Congolais et que nous voulons nous auto-flageller. Il y a aujourd'hui des actions qui se mènent en réseau. Et quand on parle des réseaux, c'est-à-dire, on fait allusion à tous ces groupes organisés qui essayent d'agir en étant connectés les uns aux autres, qui agissent à partir des différents points du monde. Ils peuvent être aux États-Unis, ils peuvent être en Europe, ils peuvent être au Congo, mais constituer une élite, le 1%, qui agit contre les 99%, comme on le dit aujourd'hui. Et monsieur Etienne Nandou, pour comprendre ces histoires-là, on doit s'instruire,
On ne l'apprend pas tout simplement en allant sur Internet. C'est vrai qu'il y a des conférences comme celle à laquelle je vous renvoie maintenant, qui gouverne l'Europe et la France de M. François Asselineau, mais il y a des livres. Il y a des livres qu'on peut lire aujourd'hui sur le Congo. Personne ne peut dire que Charles Onana n'a pas publié Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent. Personne ne peut dire que Charles Onana n'a pas publié ces tueurs Tutsis au cœur de la tragédie congolaise. Personne ne peut dire que nous n'avons pas publié dernièrement avec les amis RDC la balkanisation, face à la balkanisation et à l'implosion. Tous ces livres-là ont une documentation, monsieur. Mais aujourd'hui, plusieurs d'entre nous disent « Ah, vous ne faites que nous renvoyer aux livres ». Donc on est tombé dans la bêtise, on caresse la culture de l'ignorance et on voudrait révolutionner le pays avec la culture de l'ignorance. Je suis en train de vous renvoyer à une conférence. Si vous avez le temps de pouvoir suivre cette conférence-là, elle prend 4 heures. On va vous dessiner dans cette conférence un cercle vous indiquant le nombre de think tanks qui travaillent aujourd'hui, par exemple, pour le compte de l'Union européenne. Donc ces gens-là ne se réveillent pas un matin, ils écrivent un accord cadre qu'ils viennent nous soumettre. Non, ce sont des textes écrits par des experts, des textes impliqués dans des plans qui ont été étudiés pendant longtemps. À partir d'où est-ce que Denis Carson parlait de ce jour-là? C'est à partir d'un think tank. Mais on oublie tout cela. On croit que le monde fonctionne comme nous le faisons au Congo. On se réveille un matin, on écrit un petit discours pour M. Joseph Kabila. Il va le lire à Kampala et après rien ne se passe. Non, monsieur, il y a des experts qui travaillent à ces textes-là. Et aujourd'hui, nous avons des livres références qui nous aident à comprendre la marche du monde. Et le Congo, comme étant l'un des pays les plus stratégiques au cœur de l'Afrique, on ne le dirige pas de l'extérieur en partant des blablas qui se racontent dans la rue. Non, il y a des plans, il y a des projets qu'on exécute dans ce pays-là. Et il est important de connaître le mode de fonctionnement des pays qui opèrent chez nous. Et même quand on pose ces questions-là, comment expliquer qu'on retrouve dans l'accord cadre l'Union européenne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, alors que la France, la Belgique et la Grande-Bretagne font déjà partie de l'Union européenne. Après, on ajoute les États-Unis. Pourquoi est-ce que on n'a pas mis la Russie dans ce comité de suivi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis la Chine dans ce comité de suivi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis certains pays de l'Amérique latine comme le Brésil dans ce comité de suivi? Voilà des questions que certains d'entre nous ne se poseront jamais. Mais quand on ne connaît pas notre histoire avec les pays qui sont nommément cités dans cet accord-là, on va raconter des tomates. Très bien. Du côté de l'UNC de Vital Kamerhe, on affiche sa satisfaction et ils ont affirmé notamment ceci dans une déclaration. La substance de cet accord qui vient d'être signé formule un certain nombre d'engagements pour le gouvernement de la RDC, pour la région et pour la communauté internationale et définit un mécanisme de suivi pour garantir la bonne fin de la mise en œuvre de ces engagements. Partagez-vous cet avis? Monsieur Tidnrandou, vous savez, je n'aimerais pas débattre sur ce que le parti de Monsieur Vital Kamerhe écrit. Ces textes-là doivent être lus posément et on en comprend l'orientation. On ne peut pas au même moment affirmer qu'on a affaire à un gouvernement usurpateur et au même moment affirmer que ce gouvernement usurpateur va signer des textes qui vont aider le pays à aller de l'avant. Mais il y a d'autres commentaires que je me garde pour des raisons personnelles de faire sur ces textes-là. Ma peur est que ces politiciens qui sont en train de compromettre l'indépendance et la souveraineté de notre pays puissent passer
pour les meilleurs que nous avons. Ça, c'est une peur que j'exprime. Mais encore une fois, je n'aimerais pas aller en profondeur. Ces textes-là ne m'intéressent pas beaucoup parce que, à mon humble avis, ce sont des textes vides. Très bien. Après la signature de cet accord, les Nord Kivu semblent plonger dans la tourmente, hein, puisque des combats se déroulent en plusieurs points de cette province, hein, après ce qui a été présenté comme l'implosion du M23. Hein. Je rappelle que ces mouvements semblent faire face à des fortes dissensions en son sein qui ont même conduit à des affrontements armés. Et on annonce même que les FDLR seraient de retour à Rutshuru. Qu'est-ce que tout cela vous inspire-t-il? Vous voyez, vous veniez de poser une question en disant qu'il y a un compatriote qui a fait un commentaire, qui croit que les Congolais inventent des histoires, ils veulent s'auto-flageller. Mais on ne comprend rien de ce qui est en train de se passer là. Qu'est-ce qui se passe? On fait semblant de fermer les frontières et on remet les FDLR sur le devant de la scène. Pourquoi faire? Pour qu'on dise, vous voyez, c'est le Congo qui héberge en son sein les rebelles rwandais. Et comme les Congolais qui ont participé au débat, aux négociations de Kampala, ont déjà innocenté le Rwanda et l'Ouganda en faisant du M23 et de sa guerre, et de sa participation à la guerre de basse intensité, une question congolo-congolaise, le M23 va s'entre-déchirer chez nous et vous avez déjà entendu parler d'un bon M23 qui combat le mauvais M23. Donc le bon M23, c'est le M23 de Sultan Makenga, sur qui pèse un mandat d'arrêt international parce que il a été visé par la Cour pénale internationale. Tout à coup, le côté sultani devient le bon côté du M23 et le côté de Runiga et les autres qui se seraient alliés avec le mauvais Tanganda qui joue au tennis avec les agents de la MONUSCO devient le mauvais M23. C'est-à-dire, on nous prépare quoi? Le bon M23 va être récupéré et il va intégrer les institutions. Ça sera une énième infiltration du Rwanda chez nous et on ne sait pas ce qu'on va faire du mauvais M23. Peut-être que, comme Sultan il le dit, ils vont mettre la main sur Tanganda. Et il faut rappeler que Tanganda n'est pas un militaire congolais, c'est un militaire du FPR, comme beaucoup de militaires du FPR qui opèrent dans ce que nous avons aujourd'hui comme armée chez nous. Donc, on va mettre ce monsieur-là, on va mettre la main sur ce monsieur-là, où il va aller se reposer au Rwanda comme Kunda Batware l'a fait en son temps, et les bons M23 auront tué, auront pillé, auront saccagé la partie de notre pays qu'ils occupent. Alors ils vont intégrer donc on va encore une fois ajouter aux criminels qui sont dans l'armée congolaise un énième groupe de criminels, tout cela pour consacrer effectivement l'implosion du pays. Comment pouvez-vous expliquer? Monsieur Mbelou, et ce retour de FDLR au premier plan, est-ce un montage? Certains y voient déjà la main du Rwanda. Mais c'est un montage. Les FDLR ont été... Le Rwanda est venu chez nous à plusieurs reprises. Et il n'y a pas très longtemps, le Rwanda était chez nous. Pourquoi est-ce que le Rwanda, avec ses amis du CNDP, du RCD, du M23, le Rwanda, pourquoi n'a-t-il pas pu exterminer les FDLR et ils ressurgissent tout à coup maintenant? Et puis n'oublions pas qu'il y a des FDLR recyclés par l'APR de Kagame et qui lui cherchent les matières premières au Congo pour les expédier là-bas. Et cette guerre de basse intensité, n'oublions pas que c'est une stratégie montée de toutes pièces par le Rwanda, l'Ouganda et leurs parrains pour pouvoir avoir accès aux matières premières du Congo à moindre frais. Mais quand on oublie tout ça,
On se réveille un matin, on prend son clavier, on écrit sur le net que les Congolais sont en train de s'autoflageller. Très bien. Dans un communiqué publié samedi 2 mars à Kinshasa, la MONUSCO s'est dite préoccupée par la reprise des violences dans les Nord Kivu et d'ajouter la situation sur terrain est extrêmement précaire et les civils sont exposés à une menace inacceptable. Et on pourrait se poser la question, et alors que fait la MONUSCO? Elle ne fait rien. La MONUSCO participe de ce jeu cynique de l'implosion du Congo. Et quand on renvoie à l'histoire, vous avez des compatriotes qui disent arrêtez avec vos histoires là, c'est déjà passé. Non, ce sont les mêmes acteurs qui, en 60, 61, ont neutralisé Lumumba parce que ce monsieur-là luttait contre l'impérialisme et le néocolonialisme. Ce sont les mêmes acteurs qu'on retrouve aujourd'hui sur la scène, le devant de la scène, avec les mêmes instruments internationaux, dont l'instrument de l'ONU. Quand on ne connaît pas notre histoire, on ne saura pas se tirer d'affaire. On prendra son clavier, on écrira des textes sur le net et ça sera terminé. Non, on ne peut pas comprendre ce qui se passe maintenant si on met entre parenthèses notre histoire, l'histoire de notre terre, de la souveraineté économique que nous devrions exercer sur notre terre, l'histoire de notre lutte d'émancipation de l'impérialisme, du néocolonialisme. Cette histoire qui est en train d'être falsifiée se répète avec les mêmes acteurs pléniers. Très bien, pour finir un mot sur le dialogue national initié par Joseph Kabila. Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de Kinshasa, a affirmé ceci. Nous devons de déplorer les attitudes antipatriotiques et recommander avec insistance à ceux qui les manifestent de toujours raison garder. On ne peut pas conditionner la survie de la nation à des intérêts personnels. Pour lui, donc, cette concertation initiée par Joseph Kabila ne peut, dans l'entendement du gouvernement, être conditionnée par des arrangements au mépris de la légalité républicaine. Donc cela voudrait dire que on ne revient pas sur les résultats proclamés par la CENI d'Ngoï Mulunda. Mais quelle forme, selon vous, doit prendre ce fameux dialogue intercongolais? Mais revenons d'abord à ce qui se passe sur terrain. Le M23 récupère ces positions qui avaient été occupées par les FRDC. Les FRDC se retirent de Rutshuru en disant qu'ils le font sous l'instigation de la haute hiérarchie. C'est la même chose qui s'est passée quand les FRDC voulaient renverser les rapports de force dans cette guerre de basse intensité contre le M23. Où voyez-vous le patriotisme là? Cette hiérarchie qui commande au FRDC de pouvoir laisser une partie de notre territoire à une rébellion soutenue par le Rwanda et qui lutte pour l'implosion de notre pays, ce sont les mêmes qui soutiennent ce M23 en finançant son séjour à Kampala, qui estiment être plus patriotes que ceux qui disent non, ce monsieur qui a usurpé le pouvoir à la tête de notre pays est un cheval de Troie du Rwanda, de l'Ouganda et des parents du Rwanda et de l'Ouganda. C'est lui le problème. Nous ne pouvons pas aller au dialogue avec lui. Nous voulons qu'il y ait un président ou un responsable du dialogue qui vienne d'ailleurs pour éviter que ce monsieur-là ne puisse être à la fois juge et parti. On estime que ces messieurs-là sont à côté de la plaque. Même si ce n'est pas là mon point de vue. Monsieur Etienne Ngandou, si nous voulons qu'il y ait dialogue, organisons d'abord le dialogue avec ceux qui nous font la guerre. Ce sont les élites anglo-saxonnes qui nous font la guerre avec leurs alliés européens. C'est avec ces élites
anglo-saxonnes et leurs alliés qui agissent en sous-main, c'est avec eux que nous devons dialoguer. Pour que nous puissions, comme je vous le disais la fois passée, établir un cahier de charges qui nous dise ce dont ils ont besoin et que nous voyons ensemble comment répondre à leurs revendications. Mais organiser un dialogue entre nous en laissant en dehors tous ceux qui ont participé, qui ont orchestré cette guerre de basse intensité, n'est pas très avancé. Mais est-ce que nous avons besoin de nous concerter de temps en temps entre nous? Oui, mais cela ne demande pas qu'on puisse organiser un dialogue. Comme je vous le disais encore la fois passée, il faut tout simplement libérer l'espace politique. Monsieur Etienne Ngandou, vous allez organiser un dialogue dans un pays où Djemil Dongala, en tant qu'acteur politique, ne sait même pas bouger. Ce dialogue-là, on va l'organiser avec qui? Vous allez organiser un dialogue avec Monsieur Etienne Tshisekedi, dont le parti a continuellement des membres qui sont arrêtés et mis au cachot de manière extrajudiciaire. Vous allez organiser un dialogue, Monsieur Etienne Ngandou, avec Coutinho en prison, avec Mokia en prison, des Congolais innocents qui coupissent dans cette prison-là, qui est devenu un mouroir, M. Tengandou. Il y a eu des images d'énervement. Quand vous voyez l'état de nos compatriotes en prison, vous ne pouvez pas en revenir. Mais comment est-ce qu'on peut, donc, selon vous, ce dialogue ne videra pas la crise de légitimité qu'il y a actuellement à Kinshasa? Mais qui initie ce dialogue pour qu'il puisse vider la question de la crise de légitimité? La crise de légitimité est une question que nous traînons depuis les années 60. Si nous voulons y mettre fin, nous devons aller vers les acteurs pléniers qui ont créé cette crise de légitimité en essayant d'utiliser les nègres de service, les marionnettes, comme ils le font encore aujourd'hui, monsieur. Très bien, merci beaucoup, monsieur Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, monsieur Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.